La Jamaïque s'éveilla sous un ciel chargé, un de ces cieux que les anciens décrivent comme le signe qu'une vérité oubliée marche vers une nation. Dans les rues encore fraîches de Kingston, un murmure avait précédé l'aube, un souffle insistant qui semblait dire qu'une ligne invisible venait d'être franchie. Et la question éclata, tranchante, comme un coup de tonnerre retenu trop longtemps. Qu'a vu Ibrahim Traoré depuis le cœur brûlant du Burkina Faso, que les Jamaïcains n'avaient jamais osé regarder eux-mêmes? Cette interrogation claqua dans les radios, s'insinua dans les cours intérieures, traversa l'Atlantique jusqu'aux communautés noires d'Amérique, réveillant une mémoire plus ancienne que les drapeaux, plus profonde que les frontières. Puis survint le troisième choc, discret, mais implacable. Un document partiellement révélé, un accord étranger enfoui dans les archives, une phrase redoutable sur des terres stratégiques. Et le motif, celui qui entra tout ce récit, apparut pour la première fois. La lumière finit toujours par trouver ce que l'ombre croyait garder. Si tant de voix se sont figées ce matin-là, c'est parce que ce qui semblait n'être qu'un écho venu de Ouagadougou touchait en réalité des vies bien réelles, des familles, des terres, des générations entières qui n'avaient jamais été consultées. Car si les paroles d'Ibrahim Traoré résonnaient de si fort, ce n'est pas seulement parce qu'elles venaient du Burkina Faso, un pays dont l'actualité attire désormais l'attention de tout le Sud global, mais parce qu'elle posait une question que chaque petit État redoute depuis des décennies. Qu'a-t-on signé en notre nom sans nous? Et pour la Jamaïque, le poids psychologique était immense, car lorsqu'un accord étranger évoque des zones stratégiques, ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des morceaux de vie, de culture, de souveraineté. Les Jamaïcains l'ont compris instinctivement. Les diasporas l'ont senti dans leur poitrine. Les analystes l'ont vu comme un domino prêt à tomber dans une chaîne fragile. Micro-hook, car un détail glissé dans une interview d'Ibrahim Traoré, interview jamais expliquée entièrement, avait laissé entendre que l'île en question n'était pas un simple exemple théorique. Mais pour comprendre l'onde de choc qui s'est propagée, il fallait regarder plus loin que la politique du jour, plus profond que les pages censurées. Il fallait comprendre le mécanisme qui, depuis des décennies, permettait à certains accords de naître dans la pénombre. Mais pour comprendre pourquoi ce moment allait devenir une rupture, il fallait revenir en arrière, là où tout avait commencé. Pendant des années, l'ordre ancien dans lequel évoluait la Jamaïque s'était construit sur un triangle fragile. Une classe politique habituée à négocier derrière des portes closes, une économie dépendante de capitaux extérieurs et une sécurité pensée en fonction d'intérêts qui dépassaient largement les frontières de l'île. Sur le plan politique, l'habitude des gouvernements successifs était de présenter les grandes décisions comme inévitables, issues de réalités internationales qu'on ne pouvait ni discuter ni contester. Sur le plan économique, plus de 60% des investissements stratégiques provenaient de partenaires étrangers, souvent accompagnés de clauses que peu de citoyens lisaient vraiment. Sur le plan sécuritaire, enfin, la Jamaïque, comme tant d'autres, s'était peu à peu insérée dans un réseau d'accords régionaux où la stabilité se payait au prix de concessions silencieuses. Pour l'habitant de Kingston, cela se traduisait par des zones portuaires modernisées mais interdites d'accès, par des collines classées priorité stratégique sans explication, par des quartiers redessinés au nom du développement. Dans ce décor, les bulletins d'actualité parlant d'ajustements structurels ou de réformes nécessaires semblaient lointains, presque abstraits. Et pourtant, derrière ces mots se cachait une même logique: laisser d'autres décider de ce qui comptait le plus. C'est précisément ce mécanisme que les discours d'Ibrahim Traoré et Burkina Faso commencèrent à dévoiler en montrant comment des accords similaires avaient étouffé la souveraineté de pays entiers. Et lorsque certains Jamaïcains virent ces images circuler dans les Burkina Faso News, une idée fit son chemin, lente mais irrésistible. Si ce qu'il décrit existe ailleurs, peut-être existe-t-il aussi ici. Alors, dans le silence des chancelleries, ils cherchèrent un nom capable de briser ce cercle. Et puis, ils se tournèrent vers Traoré. Lorsque les regards se tournèrent vers lui, le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas simplement une figure militaire venue du Burkina Faso. Il était devenu, pour beaucoup, le symbole d'un choix que les petites nations n'osaient plus faire. Car à ce moment précis, la Jamaïque se trouvait face à deux chemins, deux visions du monde qui s'opposaient avec une clarté brutale. Le premier chemin, celui qu'on lui présentait depuis des décennies, promettait la sécurité, la stabilité, les investissements, les infrastructures brillantes. Mais derrière ces promesses se dissimulait la même logique que celle dénoncée par tant de voix africaines. Dépendance, surveillance, invoquée au nom du partenariat, zone stratégique soustraite au regard public. C'était l'option du silence poli, des communiqués bien rédigés, des contrats scellés sous prétexte d'urgence nationale. Le second chemin, celui que Traoré incarnait et que ses discours avaient rendu soudain tangible, était tout autre. Un retour radical à l'indépendance réelle, un refus des arrangements obscurs, un contrôle national absolu sur les terres, les ressources, les infrastructures essentielles.
C'était un chemin risqué, exposé aux représailles diplomatiques, aux pressions économiques, aux critiques médiatiques occidentales. Il exigeait de la Jamaïque ce que peu d'États osent encore, dire non. Et lorsque les analystes comparèrent les deux options, une phrase de Traoré, prononcée dans une Ibrahim Traoré, interview largement partagée, résonna comme une détonation. Un peuple qui ne décide plus pour lui-même cesse d'être un peuple. Cette ligne, descendue des plateaux télé directement dans les conversations jamaïcaines, devint l'étincelle. Mais un événement que personne n'avait anticipé changea soudain l'équilibre. Micro-hook. Car au moment où la Jamaïque tentait encore de peser les risques, un émissaire étranger présenta une proposition dont les implications allaient ébranler le pays. Cette offre, décrite comme une opportunité stratégique exceptionnelle, promettait un afflux massif de capitaux, des zones de développement protégées et un appui sécuritaire élargi. En échange, l'île devait concéder un détail apparemment technique, mais lourd de sens. Une autorité conjointe sur plusieurs parcelles classées stratégiques, avec un droit de consultation obligatoire du partenaire étranger avant tout changement d'usage. Le gouvernement y vit une solution pratique, la population y sentit un piège. Les termes, prudents mais inquiétants, évoquaient les mêmes modèles déjà dénoncés dans les Burkina Faso News, des accords où les mots « coopération » cachèrent des transferts subtils de souveraineté. C'est alors que la Jamaïque comprit que la question n'était plus abstraite. Elle devait choisir entre le confort dangereux de la dépendance et l'inconfort salvateur de la liberté. Et ce dilemme, jusque-là silencieux, allait désormais exploser au grand jour. À partir de l'instant où l'offre étrangère fut discrètement déposée sur un bureau à Kingston, la trajectoire du pays bascula dans une zone inconnue. Le premier mouvement fut presque invisible. Un petit cercle de parlementaires, inquiets des termes zone stratégique et juridiction conjointe, demanda officieusement l'accès complet au projet d'accord. On leur remit un dossier épais, mais déjà marqué par des passages noircis, des annexes manquants, des notes de bas de page devenues illisibles. Pourtant, au fil des pages, une impression se forma. Quelque chose dépassait le simple partenariat économique. Micro-hook, car au détour d'un paragraphe, un conseiller remarqua une clause étrange faisant référence à un comité de supervision sans précision sur son siège réel. Ce fut le premier déclic. Dans les jours qui suivirent, ces élus, rejoints par quelques anciens hauts fonctionnaires, commencèrent à tracer des liens entre des décisions passées, des zones soudain reclassées, des appels d'offres jamais rendus publics. Leurs questions dérangeaient, on les invita à faire confiance au processus, à ne pas alimenter les spéculations. Mais plus on tentait de les rassurer, plus ils comprenaient qu'un mur se dressait devant eux. Cliffhanger discret. Un soir, l'un d'eux reçut anonymement une enveloppe glissée sous sa porte, contenant une seule page portant la mention « Version initiale, ne pas diffuser ». Le deuxième mouvement fut tout sauf discret. Lorsque les premiers échos de ces découvertes filtrèrent vers la presse, la confrontation devint frontale. Des journalistes demandèrent en direct si le gouvernement avait accepté le principe de partager son autorité sur des terres de jugé vitales. Les porte-paroles répondirent par des formulations prudentes, parlant de coopération avancée et de visibilité internationale accrue. Mais la population entendit autre chose, la possibilité que l'île cesse, un jour, d'être pleinement maîtresse de son sol. Les églises s'en emparèrent dans leurs sermons, les enseignants en parlèrent dans les salles de classe, les aînés évoquèrent les luttes menées pour que la terre reste entre des mains jamaïcaines. Au Parlement, le débat vira à l'orage. Certains députés furieux accusèrent l'exécutif de trahison potentielle. D'autres, attachés à l'accord, dénoncèrent un manque de réalisme chez ceux qui refusaient de l'offre. Micro-hook, dans ce chaos, une phrase d'un ancien Premier ministre, prononcée des années plus tôt, fut exhumée par les médias, rappelant que tout contrat signé dans le dos du peuple finit par revenir comme un boomerang. La scène atteignit son premier sommet émotionnel lorsque, en pleine séance, un parlementaire brandit une copie de la fameuse version initiale et déclara que ce document prouvait l'existence d'une intention cachée. Les caméras se braquèrent, le silence tomba brièvement. Car sur cette page, quelques lignes non censurées révélaient enfin ce que l'on tentait de dissimuler, la possibilité, pour un partenaire étranger, d'exercer un droit de regard prioritaire sur l'usage de certaines terres, ainsi qu'une option de renouvellement automatique pour plusieurs décennies et, pour ceux qui savaient te lire entre les lignes, l'aveu que l'histoire de l'île était en train d'être réécrite sans elle. Micro-hook final. La question n'était plus de savoir si un contrat existait, mais jusqu'où il avait déjà commencé à agir. Au moment où le document brandi au Parlement commença à circuler en ligne, la crise entra dans son troisième mouvement, celui où les fronts se multiplient et où chaque camp cherche désespérément à reprendre le contrôle du récit. Le gouvernement convoqua une réunion d'urgence avec plusieurs ambassadeurs, assurant que la Jamaïque n'avait jamais envisagé de céder la moindre parcelle de souveraineté.
Pourtant, à huis clos, des conseillers reconnaissaient que les termes du partenariat étaient de plus sensibles qu'anticipés. À la même heure, dans les médias étrangers, les premières analyses internationales évoquaient des précédents similaires dans d'autres petites nations, alimentant la suspicion que l'île n'était peut-être qu'un maillon d'un dispositif géopolitique plus vaste. Micro-Hook, un journaliste de Washington, affirma même détenir une synthèse confidentielle reliant l'accord jamaïcain à un réseau d'investissements transnationaux opérant discrètement dans plusieurs régions stratégiques. C'est ici que la pression devint totale. Des organisations civiles exigèrent un audit complet de tous les contrats signés depuis 15 ans. Les universités organisèrent des forums urgents sur le thème « Qui possède réellement la Jamaïque ?» Les églises ouvrirent leurs portes pour des veillées de prière, non pour implorer le ciel, mais pour appeler les dirigeants à se souvenir de leurs responsabilités terrestres. Dans la diaspora, notamment aux États-Unis, les aînés afrodescendants virent dans cette affaire un reflet de leur propre histoire et dénoncèrent publiquement la répétition du vieux modèle où les peuples noirs signent dans l'obscurité des décisions qui leur coûteront la lumière du lendemain. Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir, les fissures devinrent des fractures. Certains ministres critiquèrent en privé la gestion de la crise, d'autres affirmaient que tout retard dans la signature de l'accord risquait de compromettre des fonds essentiels. Une rumeur insistante prétendait que plusieurs acteurs étrangers avaient déjà fixé une date limite pour valider le document. Bac 3, la crise atteignit son sommet lorsque la Cour suprême fut saisie d'une demande d'injonction visant à suspendre toute avancée du projet en raison d'un risque imminent de perte de contrôle sur des actifs nationaux essentiels. L'annonce fit trembler le pays. Les marchés réagirent, les médias internationaux amplifièrent, et Kingston devint, l'espace de quelques jours, l'un des centres d'attention les plus scrutés du monde noir. Micro-Hook, une source proche de la Cour, affirma que parmi les pièces déposées figurait un échange interne montrant que certains fonctionnaires avaient tenté d'accélérer la signature malgré des doutes juridiques internes. Bac 4, c'est alors qu'arriva le geste historique. Le Premier ministre, confronté à un Parlement divisé, à une population électrisée et à un monde en observation, annonça un discours exceptionnel diffusé en direct. Dans ce message, il déclara que l'accord serait suspendu jusqu'à nouvel ordre et qu'une commission indépendante, composée de juristes, d'économistes et de représentants de la société civile, serait chargée d'examiner toutes les clauses. La Jamaïque retint son souffle. Certains saluèrent un acte de courage, d'autres y virent une manœuvre pour gagner du temps. Mais une vérité s'imposa. Pour la première fois, l'île venait d'arrêter sa course et de regarder son avenir droit dans les yeux. Micro-Hook final, car dans la dernière phrase du discours, une ligne suscita plus de questions qu'elle n'en résolut. Ce document n'est peut-être pas né ici. La suspension de l'accord provoqua une onde de choc immédiate et les réactions, tant nationales qu'internationales, se bousculèrent comme des vagues cherchant à redéfinir le rivage. En Jamaïque, les rues ne furent pas envahies par des foules, mais l'électricité dans l'air suffisait à montrer que la population venait d'entrer dans une nouvelle ère de vigilance. Les radios ouvrirent leurs lignes à des citoyens émus, des anciens rappelèrent les luttes menées pour conserver la terre, et des universitaires expliquèrent que ce moment constituait peut-être la plus grande confrontation entre souveraineté et influence étrangère depuis l'indépendance. Dans les journaux caribéens, certains éditorialistes saluèrent la décision gouvernementale comme un acte de maturité, tandis que d'autres dénoncèrent une exposition dangereuse pouvant perturber la stabilité régionale. À l'étranger, la réaction fut tout aussi fracturée. Aux États-Unis, plusieurs médias afro-américains applaudirent la Jamaïque, évoquant même un « instant Traoré » qui rappelait comment Ibrahim Traoré, Burkina Faso, avait brisé des tabous similaires sur d'autres continents. En Afrique, les chaînes d'information relayèrent l'histoire comme un exemple des pressions silencieuses subies par les petites nations, et nombre de commentateurs africains saluèrent la décision jamaïcaine comme un geste rare de lucidité. Micro-Hook, un article de Lagos, affirma même que l'accord suspendu ressemblait fortement à un modèle déjà repéré dans 2 autres États du Sud. Et au cœur de cette tempête d'opinion, le motif revint comme un rappel obsédant. La lumière finit toujours par trouver ce que l'ombre pensait garder. Jamaïque venait d'allumer cette lumière et le monde observait désormais ce qu'elle allait révéler ensuite. Au-delà de la crise immédiate, ce qui se jouait en Jamaïque dépassait largement les frontières de l'île. Les analystes remarquèrent qu'en moins de quelques semaines, plus d'une dizaine de tribunes dans le monde noir avaient cité l'exemple jamaïcain comme un test décisif pour les petites nations. Certains chercheurs rappelèrent que plus de 60% des pays du Sud ont signé au moins un accord comportant des clauses partiellement secrètes sur des terres ou des ressources stratégiques.
En suspendant le sien, la Jamaïque venait de transformer un cas local en miroir global, obligeant chacun à se demander qui écrit réellement l'avenir des nations vulnérables. Et une question, simple mais vertigineuse, s'imposa peu à peu. Assistons-nous au premier frémissement d'un nouvel ordre, où la transparence deviendrait enfin une arme de souveraineté et non un luxe démocratique? Et tandis que l'écho de cette affaire continue de vibrer à travers l'Atlantique, le motif revient une dernière fois, comme une respiration profonde rappelant que la lumière finit toujours par retrouver ce que l'ombre croyait caché. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un mot, un souvenir, une pensée, pour que cette quête de vérité devienne aussi la vôtre. Si vous pensez que cette marche vers la souveraineté doit être entendue, partagez ce récit. Offrez-le à quelqu'un qui croit encore que la dignité des peuples commence par la transparence. Et si vous souhaitez suivre la suite de ce chemin, abonnez-vous pour être là lorsque le prochain chapitre s'ouvrira.